Je voudrais vous dire en introduction, avant de laisser la parole au responsable du Cercle de Flore pour commencer, je voudrais vous dire un mot, et ce mot c'est le suivant, c'est que nous sommes à la fois étonnés et ravis de recevoir M. Gaucher ce soir. Étonnés en fait à moitié, un peu quand même, parce que il y a quelque temps on nous aurait dit Marcel Gaucher va venir dans les locaux de l'Action française pour parler lors d'une soirée du Cercle de Flore. J'aurais pas misé grand chose là-dessus, mais aujourd'hui les temps changent, les temps sont troublés, je crois que vous pouvez le voir autour de vous. Des gilets d'une couleur un peu fluo sont là pour en témoigner, et les choses bougent, et les choses bougent vite. Et les choses bougent vite aussi dans le monde des idées, et elles rapprochent parfois les gens et les incitent, si ce n'est à tomber d'accord, mais tout au moins à trouver des terrains de débat constructifs. Et c'est ce qui est en train, je pense, de se passer aujourd'hui. En tout cas, je remarque que nous posons les mêmes questions, peut-être sur un sujet bien précis qui va être traité ce soir, et nous faisons aussi les mêmes constats de départ que M. Gaucher, à savoir que la personnalité, par exemple, d'un Robespierre nous interroge aujourd'hui, peut-être beaucoup plus qu'elle nous aurait interrogé il y a encore 10 ou 15 ans, et c'est en tout cas quelque chose qui mérite qu'on s'y arrête, parce qu'au-delà de la personnalité de quelqu'un qui a été une figure d'un grand bouleversement il y a plus de 2 siècles en France, c'est quelqu'un qui cristallise aujourd'hui, peut-être plus que jamais, le fossé qui peut exister entre deux conceptions de la vie en société en France, et qui en tout cas doit nous interroger, nous, sur la façon dont nous pourrions concevoir l'avenir de notre pays. Voilà. Donc je n'en dis pas plus, je vous remercie d'être venu parmi nous. Nous sommes vraiment heureux de pouvoir vous donner la parole ce soir et de pouvoir vous poser des questions par la suite. Donc à propos de questions, je vous demanderai, pour des raisons que vous comprendrez tous, d'abord de ne pas intervenir pendant la première partie. Nous vous laisserons la parole ensuite pour des questions, mais de ne pas intervenir avant. Et la deuxième chose, bien évidemment, si ce n'est déjà fait, d'éteindre ou de mettre en veille vos portables. Voilà, merci beaucoup et bonne soirée. Alors merci beaucoup Marcel Gaucher d'être ici ce soir. Vous êtes philosophe, historien, essayiste. Vous avez un peu lancé votre carrière intellectuelle en étant cofondateur avec Pierre Nora de la revue Le Débat, dont vous êtes encore rédacteur en chef. Depuis 1989, vous enseignez également à l'EHESS, l'École des hautes études en sciences sociales. Vous avez écrit de très nombreux ouvrages importants, notamment Le désenchantement du monde en 1985, où vous décriviez la lente sécularisation de l'Occident et où vous souteniez la thèse que le christianisme avait été la religion de sortie du religieux. Vous avez écrit également plus récemment toute une série d'ouvrages consacrés à l'avènement de la démocratie. On peut dire que depuis très longtemps, vous vous interrogez justement sur le développement dans nos sociétés de la démocratie, sur la naissance de la modernité politique, sur les droits de l'homme. Et votre dernier ouvrage sur Robespierre s'inscrit assez largement dans toute cette lignée de travaux. Alors pour commencer, justement, nous allons vous demander pourquoi est-ce que vous avez décidé d'écrire aujourd'hui un livre sur Robespierre. En quoi est-ce que cette figure importante de notre histoire est encore d'actualité? Dans quelle mesure, comme l'indique le sous-titre de votre livre, est-il l'homme qui nous divise le plus? Permettez-moi d'abord de vous présenter mes excuses pour mon retard qui est dû à une confusion stupide. J'ai honte, mais voilà, elle est là. J'en suis désolé. Pour vous qui vous avez fait attendre. Alors, pourquoi Robespierre? En fait, ce livre est évidemment consacré et de très près à Robespierre. C'est en réalité un livre sur la Révolution française et ce qu'elle a représenté comme expérience à la fois philosophique et politique. Robespierre étant le personnage au travers duquel cette nature de la Révolution française se laisse le mieux saisir.
Mon but premier, d'ailleurs, était d'accomplir un vieux projet, qui était de sortir l'analyse de la Révolution française du schéma obsédant à l'intérieur duquel toutes les études sont enfermées, la lecture de la Révolution française comme la révolution bourgeoise. La substitution aux classes privilégiées de l'Ancien Régime, la classe montante, la classe marchande qui va devenir la classe industrielle et capitaliste un peu plus tard. Cette lecture a des apparences pour elle, puisque très réellement, la bourgeoisie est la classe qui a profité de la Révolution française. Est-ce à dire qu'elle en est l'auteur? C'est deux questions tout à fait différentes. Tout commissaire de police ou enquêteur en général sait que celui à qui profite le crime n'est pas nécessairement son auteur. C'est même le degré zéro de l'erreur judiciaire. Et c'est le cas. La bourgeoisie a été la grande bénéficiaire de la Révolution française, mais ce n'est pas la montée irrésistible de la classe bourgeoise qui explique quoi que ce soit de la Révolution française, qui est un événement d'un ordre politique, dont précisément la trajectoire d'un personnage comme Robespierre permet de saisir le sens et les problèmes que nous laisse la Révolution française, qui est terminée en un sens, comme mon maître François Furet l'a dit il y a fort longtemps, mais qui continue sur un autre plan. Qu'est-ce que la Révolution française, disons-le, et je pense que dans ce lieu, ce propos a tout son poids, c'est la substitution d'un système de légitimité à un autre. La légitimité monarchique, qui est en fait la légitimité religieuse, la légitimité qui descend de l'au-delà pour se matérialiser dans une personne de chair et de sang, au nom donc d'une norme transcendante, à cette norme religieuse qui a dominé l'histoire humaine, se substitue un autre principe de légitimité, et dans l'histoire, il n'y en a que deux possibles. On peut faire des efforts d'imagination. Il y a deux principes de légitimité, où elle vient d'en haut, où elle vient d'en bas, où elle est élective, où elle est surnaturelle, où elle vient d'un droit supérieur qui se matérialise parmi les hommes en s'incarnant dans une personne, où elle monte des droits supposément détenus de manière native par les individus, ce qu'on appelle les droits de l'homme. La Révolution française, c'est la tentative radicale de refonder l'ensemble, non seulement des pouvoirs, mais des rapports sociaux, sur la base de ce nouveau principe de légitimité. Et c'est une expérience politique majeure, en ce sens, qui a un enjeu philosophique immense, qui fait que, même si on ne la comprend pas, la Révolution française interroge tous les esprits qui réfléchissent sur la politique depuis 2 siècles. Tous les fils de la Révolution, même ici, malgré tout, parce bien sûr. On vit dans le monde qu'elle a laissé. On vit dans le monde où elle a créé le problème dont le projet qui est le vôtre continue de s'alimenter. La Révolution française est en même temps l'expérience d'un échec politique. C'est-à-dire qu'elle n'est pas parvenue à fonder le régime politique qu'appelait en principe cette légitimité construite sur la base des droits de l'homme. Et Robespierre est l'homme qui matérialise dans son discours, dans sa vie, dans sa personnalité très particulière, le concentré de cette expérience. Il est celui qui a exprimé le plus radicalement l'ambition constructive des droits de l'homme dans un premier temps. Il est celui qui s'est trouvé en charge de fonder, il est le seul qui a compris d'ailleurs, à mon sens, parmi les protagonistes de l'expérience, le problème qui se posait, qui, comme il le disait, il ne suffit pas de créer la République, il faut la fonder. Et il n'est pas parvenu à la fonder, sa mort même témoignant de cette impuissance qui a ensuite engendré les événements que vous savez, qui n'ont fait que ratifier l'impuissance de la Révolution à fonder le pouvoir sur la base de cette nouvelle légitimité. En encore un mot, pour peut-être camper tout ce qui sera l'arrière-fond de notre discussion,
Ce problème, en un sens, est éteint. La Révolution française est terminée, au sens où ce principe de légitimité construit sur les droits de l'homme et traduit dans le système électif l'a emporté dans l'ensemble des sociétés du monde occidental. Et en même temps, et c'est là que nous retrouvons l'actualité qu'évoquait monsieur tout à l'heure, est-ce qu'on peut dire que sur la base de ce principe de légitimité, nous avons construit des régimes qui satisfont les citoyens de ces régimes? Évidemment pas. Et on voit bien combien cette question, la question démocratique, la question de la traduction des droits des individus dans un pouvoir reconnu comme le leur, reste totalement ouverte, et peut-être même est-elle en train de se réouvrir à une échelle qu'elle n'avait pas connue jusqu'alors, parce que, en fait, les droits de ces individus ont acquis une force, une présence dans la vie publique qui rend infiniment plus problématique l'exercice des pouvoirs. Ne pensez-vous pas justement que du fait de la victoire, entre guillemets, considérée comme acquise des idées, des valeurs issues de la Révolution française, c'est aussi une des raisons pour lesquelles elle est aujourd'hui aussi peu enseignée, aussi mal enseignée, et finalement, je vous rappelle, beaucoup de gens ont très peu de connaissances sur cette révolution et sur sa matrice réelle, et encore plus sur ses conséquences actuelles. C'est pas une question, c'est un constat. Comment ne pourrais-je le ratifier? La chose étonnante, évidemment, mais si ce n'était que l'histoire de la Révolution française qui n'est plus très bien connue ni bien enseignée, ça ne serait pas dramatique. Somme toute, ce serait un petit morceau, on pourrait réparer cette révolution. Le problème, ce qui va infiniment plus loin et qui a d'immenses conséquences culturelles, c'est que la dimension historique, en général, est en train de s'effacer des consciences occidentales, et c'est un des dramatiques problèmes culturels du moment. Parce que ce que nous voyons en même temps, c'est que, ce qui ne surprendra pas les gens qui ont un peu réfléchi sur ces questions, l'histoire qu'on ne connaît plus continue de vivre parmi nous. Et nous avons un peuple sans culotte sur les ronds-points, qui ne sait pas qu'il est sans culotte. Il ne sait même pas ce que ça veut dire. Et dans sa grande majorité, je pense que même il a vaguement une idée du 14 juillet, parce que c'est la fête nationale, mais ce à quoi ça correspond, il ne faudrait pas trop lui en demander. Néanmoins, l'incarnation de cette empreinte de la Révolution française dans la conscience française est omniprésente. Et on voit ressurgir d'une façon stupéfiante un langage qui surprend même les observateurs extérieurs. Un journaliste américain plutôt intelligent et assez bien informé me disait, mais pourquoi les Français, il suffit de prononcer le mot peuple et ils se laissent tous comme un seul homme? Ben oui, ça a des racines historiques, c'est pas qu'ils ont une particularité génétique qui déterminerait l'électricité que comporte un tel mot. Je croyais, moi, j'aurais cru spontanément, par exemple, il y a quelques mois, que cette espèce de déferlant de condamnation du populisme qui est devenu le bruit de fond du discours médiatique avait un peu disqualifié la référence au peuple. Pas du tout. Elle est plus vivante et très forte, plus forte, en un sens, dans les consciences de gens qui ne savent pas d'où elle vient et vraiment ce qu'elle veut dire. Mais elle a un magnétisme qui est le produit de l'histoire. Donc, il est raisonnable de penser que l'histoire ne s'effacera pas simplement comme ça des consciences, qu'il y a un moment d'oblitération qui tient à la crise de l'éducation et à beaucoup d'autres choses, mais qu'elle ressurgira. et qu'elle est, c'est un peu le sens de ce que j'ai essayé de faire, à se réapproprier en nouveaux termes. Parce qu'il faut dire une chose, à propos de l'enseignement de l'histoire, c'est un point important, même si on peut le dire en une minute. Ce qu'on enseigne, ce sont les faits historiques. Ce n'est pas le sens de l'histoire pour nous. Évidemment, quand beaucoup d'enfants, de jeunes aujourd'hui, ils ne voient pas l'intérêt. Parce qu'on enseigne la question de l'histoire, c'est en quoi nous parle-t-elle de nous? En quoi sommes-nous faits de cette histoire? Si vous vous contentez de nomenclature hétéroclite, vous remplacez la liste des départements par la liste des cultures du monde, ça n'a aucun sens. Mais
ce qu'il faut réenseigner, c'est la signification de l'expérience historique pour l'humanité d'aujourd'hui. Alors justement, pour remédier un peu à ces lacunes historiques, peut-être qu'avant de revenir plus amplement sur ces grandes questions philosophiques et politiques que vous avez mentionnées en introduction, on pourrait se pencher un peu sur la personne même de Robespierre. Et peut-être que pour commencer, on pourrait le démystifier un petit peu, puisque lui colle toujours à la peau quand même l'image d'un tyran, d'un monstre sanguinaire. Et même si votre livre n'est pas non plus un plaidoyer pour Robespierre, vous montrez que c'est quand même un personnage plus nuancé, plus complexe, et que notamment, jusqu'à 1992, tant qu'il était encore simplement opposant, qu'il ne tenait pas vraiment les rênes du pouvoir, on peut voir que, à vrai dire, il avait plein d'idées qui sont plutôt louables. Il était contre la peine de mort, et même par rapport à la monarchie, ça surprendra peut-être certaines personnes, mais il était, comme vous le rappelez, en quelque sorte favorable à la monarchie. En tout cas, il ne souhaitait pas la renverser, même si il avait une conception bien particulière de ce régime. Le premier Robespierre, il y a deux Robespierre. Il y a le Robespierre de la Constituante et le Robespierre de la Convention. Ce sont deux personnages très différents. Le premier Robespierre est un libéral de la monarchie constitutionnelle. On ne voit pas de meilleure manière de le définir, mais c'est un grand libéral. Et je me suis permis, ce qui m'a valu quelques propos un peu amènes, de dire, et pas du côté qu'on pourrait soupçonner, de dire que si Robespierre était mort fin 1791, il serait aujourd'hui, ce qui aurait très bien pu arriver, puisqu'il était visiblement malade, on ne sait pas de quoi, il serait aujourd'hui au panthéon des fondateurs libéraux de la société moderne, à côté de John Stuart Mill et de Benjamin Constant. Donc voilà, c'est une réalité qu'il faut commencer par prendre en compte. Pourquoi la monarchie constitutionnelle? C'est un... comment dire? Robespierre, c'est de façon générale un homme étrangement mixte. C'est un modéré à l'intérieur de la radicalité. C'est un profil assez rare, mais très significatif. Il est toujours du côté radical, mais il l'est de manière modérée. C'est un centriste de la radicalité. Oui, c'est très étrange quelquefois de discerner sa position. Pour lui, dans un premier temps, l'important, ce sont les libertés individuelles et les libertés de la société. En ce sens-là, il est le plus libéral, le plus radicalement libéral des membres de l'Assemblée constituante. Et pourquoi la monarchie constitutionnelle? Parce qu'il a très tôt l'intuition que la place du pouvoir qu'occupe le monarque est la place qui fait problème. Parce que le tout, c'est qu'il soit contrôlé et limité dans ses attributions. Mais ouvrir la question de la place du pouvoir ultime, du pouvoir de dernier ressort, c'est ouvrir une question dramatique parce qu'elle va être l'enjeu d'une guerre. Cette place va devenir l'enjeu d'une guerre. Et donc, c'est très bien qu'elle soit occupée par quelqu'un qu'on n'a pas eu à choisir. Ça nous délivre d'une question. Le seul problème étant d'aménager cette position qui réduit la monarchie au pouvoir exécutif, ou plus exactement au pouvoir de désignation des titulaires agissant du pouvoir exécutif, à l'égard desquels Robespierre a une méfiance, mais constitutive. C'est pour lui le personnage dangereux par excellence, c'est le ministre. Le roi, à la limite, on s'en moque. Mais le ministre, alors là, attention, c'est la corruption, l'ambition, les pires vices humains sont concentrés là. Et le pouvoir monarchique est un moyen de neutraliser ce qu'il y a de dangereux dans le pouvoir et qui s'exécute avec tous les avantages exorbitants que procure cette position. D'où le deuxième Robespierre. Alors je pense sur l'intermède que constitue le monde rien qu'un journaliste, un publiciste, mais l'orateur des Jacobins qui s'oppose à la guerre. Et à ce moment-là, il est dans la position ultra minoritaire.
parce que tout le personnel révolutionnaire est pour la guerre dans l'idée, plus ou moins folle selon les individus, que grâce à la guerre, les idées de la Révolution française vont s'installer dans toute l'Europe. Et Robespierre est celui qui les met en garde contre cette illusion, dans des termes d'une grande lucidité, qu'on peut reprendre aujourd'hui dans beaucoup de circonstances. Hein. Je veux dire, le discours de Robespierre contre Brissot, il eût été très efficace à l'ONU en 2002, au moment de l'intervention américaine en Irak. On pouvait dire à peu près la même chose que ce qu'il a dit. Les exportateurs de la démocratie, ça ne fonctionne pas beaucoup. Passons là-dessus, mais c'est un autre homme quand, à la Convention, suite aux événements que vous connaissez, la fuite du roi à Varennes, sa déchéance, l'insurrection du 10 août 92, qui crée le problème de la République. Il va falloir créer le pouvoir qui remplace le pouvoir royal. Et il est, je dirais, le seul, j'ai cherché, et je n'en ai vu aucun autre parmi les dirigeants révolutionnaires de l'époque, qui a la conscience de ce que ce problème est gigantesque, que c'est la chose la plus difficile qui soit, et si on y réussit, la France sera le pays exemplaire à côté du quoi les démocraties athéniennes et le reste seront renvoyées dans leur obscurité cantonale. Là, on est dans un événement universel. Il a la mesure de l'enjeu de ce problème, qui explique la radicalité de sa position, par exemple au moment du procès du roi, la façon dont il pose les termes de la question. On pourra y revenir si vous le souhaitez. Et c'est ce qui va l'amener dans une lutte obscure de pouvoir, là aussi on peut y revenir dans la discussion, à ce projet qui pour lui est la clé de la fondation du pouvoir républicain, qui est le culte de l'être suprême. C'est parce que c'est pas qu'il a des idées particulières sur l'être suprême, c'est que pour lui c'est par là que doit passer la fondation du pouvoir républicain. Il n'y a pas d'autre manière de le faire. Et c'est ça là qu'il est incompris de ses protagonistes et de ses complices de l'époque, qui se séparent d'eux. Bon, on peut là aussi détailler davantage les circonstances, et qu'il est finalement rejeté par la révolution qu'il conduisait, le 9 Thermidor. C'est ce parcours qui me semble donner toute sa figure et sa portée mythologique sur laquelle on a construit un imaginaire, vous y faisiez allusion, tout à fait répulsif, mais qui explique aussi, dans l'autre sens, la fascination très confusément ressentie pour ce qu'il a tenté. Parce qu'il est effectivement unique dans la Révolution. Aucun autre personnage n'est à sa hauteur, intellectuelle et philosophique. Il est vraiment l'homme par lequel le processus passe. Et d'ailleurs, il doit sa popularité à l'époque, à mon sens, elle est mystérieuse, cette popularité. C'est un homme froid, distant, très méfiant. C'est un mauvais orateur. Il n'a pas la voix. C'est pas un tribun. Il n'a aucune capacité d'entraînement des foules. Il suscite des fidélités, mais c'est pas un Danton. Le type même, c'est le Éric Drouet de l'époque, qui galvanise l'assistance. Pas du tout. Il lit des discours interminables qui sont d'une construction argumentative serrée. Je pense que, très franchement, 90% des sans-culottes ou des tricoteuses qui l'applaudissaient ne comprenaient rien à ce qu'il racontait, mais il était celui en même temps dont on sentait qu'il donnait le sens de l'événement et qui était capable, à ceux qui comprenaient, d'expliquer ce qu'ils étaient en train de faire et de vivre, ce qui est très rare. Dans un événement où la confusion des esprits était totale. Il donnait l'impression qu'il y avait au moins quelqu'un, il était en ce sens le roi de la Révolution, où le sens de l'expérience en train de se dérouler était clair. Et c'est ça qui a fait sa popularité dans la Révolution, à mon sens. Parce que c'est un des mystères qu'il faut expliquer. Voilà, pour le personnage après. Justement, vous parlez de deux Robespierre.
Est-ce que, en fait, quand on voit, c'était le Robespierre des principes des droits de l'homme, qui devient ensuite le Robespierre, entre guillemets, décrit comme tyrannique. Donc ici, on va éviter justement de tomber dans l'amalgame, comme diraient nos médias, parce qu'on est plutôt dans le carrefour des idées plutôt que dans le cul-de-sac des idéologies. Et est-ce qu'il n'y a pas une continuité, en réalité, entre justement cette rigidité sur les principes, qui le conduit à avoir la portée extrême justement de ces derniers, les menaces qui pèsent sur eux, et donc qui conduit à finalement à sa rigidité lorsqu'il accédera entre guillemets au pouvoir par la suite. Oui, vous avez raison. Il y a bien sûr une continuité dans la démarche, à défaut d'être une continuité dans la problématique. Mais la problématique, il ne la choisit pas. Ce n'est pas un homme d'action, hein, pour commencer. Au fond, il n'a pris aucune initiative dans la Révolution. Il a simplement accompagné la Révolution en essayant de la rapprocher à tous les moments, dans son cours, des principes qui lui paraissaient devoir l'inspirer. C'est ça son action très précise, d'où aussi l'exaspération qu'il suscite chez les pragmatiques de tous bords. Ça, il reste dans l'idéal. Oui, absolument. Donc, il y a les pragmatiques du départ qui trouvent que c'est très bien tous ces droits de l'homme, mais enfin, point trop n'en faut. Il faut quand même bricoler un système qui marche à peu près. C'est ça la question importante. Le reste, on verra après, c'est un noble idéal. Hein. Et puis, il y a les pragmatiques de la Révolution. Ils existent aussi. C'est les durs à cuire qui veulent en découdre et qui ne sont pas trop regardants sur la logique exacte. Mais lui, il veut pas simplement le gouvernement révolutionnaire, il veut la théorie du gouvernement révolutionnaire. Et à tous les moments, il est celui qui veut absolument donner la rigueur des principes dans une action qui n'est pas toujours très en phase avec les dits principes. Sa conviction étant que la République, c'est le triomphe de la raison humaine. Donc il faut absolument que ce soit rationnel, sinon c'est rien. Ça n'a aucun intérêt, il ne faut même pas s'en occuper. Et du coup, ça le conduit évidemment à une ignorance. Pendant très longtemps, il a beaucoup d'habileté tactique. Parce que autant il est rigide sur les principes, autant il a un sens de la situation, de la manière de s'y loger, ce qui fait qu'on n'a pu le décrire en fait comme un pur tacticien. C'était mon désaccord très ancien avec François Furet à l'époque où nous en discutions. Lui, il le voyait vraiment comme un politicien Edgar Faure en révolutionnaire. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, le type qui sait toujours manœuvrer, faire jouer les forces les unes contre les autres, etc. Je ne le crois pas. Il avait cette intelligence tactique, c'est indiscutable. À un moment donné, il la perd parce que l'urgence le saisit et l'idée que là, c'est plus le moment de financer, c'est tout ou rien. C'est c'est son discours de 8 Thermidor. Je gagne ou c'est fini. Et c'est fini. Mais parce que là, il met de côté complètement les considérations de personnes. Il s'aliène des gens qu'il n'avait absolument pas besoin de s'aliéner s'il avait été tacticien. Au contraire, qu'il aurait dû mettre dans son jeu. Parce que c'est un croyant. C'est fondamentalement un homme qui a une foi dans un idéal sacrificiel. Et derrière, il y a 2 personnages derrière Robespierre. Rousseau, pas moins les idées que l'homme. L'exemple biographique qu'a donné, qui a stupéfait d'ailleurs ses contemporains, le premier homme qui a parlé de lui comme de quelque chose d'intéressant. Il n'est pas le premier à s'intéresser à lui, mais il est le premier à en parler. Et oui, c'est la mère de notre culture. Et derrière Rousseau, le Christ. C'est clair que chez cet homme, il y a une identification christique où la mort, au fond, est le couronnement d'une trajectoire que son incompréhension parmi les hommes n'empêchera pas d'être victorieuse dans l'éternité des siècles. C'est assez clair. Donc, en effet, c'est cette combinaison. Je parlais de sa radicalité et de sa modération, et là, on voit la tactique et la foi invincible
et sacrificiel dans un idéal politique qui le conduit à perdre le contact avec la réalité des forces politiques en présence. Et d'après vous, s'il perd justement contact, est-ce que ça vient de sa personnalité propre, qui est que justement c'était vraiment un croyant presque fanatique, ou est-ce que ça vient de la nature même de cet idéal? Et à ce sujet, j'aimerais juste lire une brève citation de Charles Maurras, le père spirituel de ces lieux, qui disait « La douceâtrerie humanitaire est contiguë au sectarisme sanglant. J'en conclus qu'il faut éviter cette douceâtrerie. Je conclus que le meilleur moyen d'éviter 1793 sera toujours de s'opposer à 1789. » C'est très bien dit. Si vous me permettez, mais je n'ouvre pas cette discussion, je me contente de... Il faut à ce moment-là expliquer 1789. Voilà. Bon, c'est ça le point. qui est compliqué. Mais oui, bien sûr. Et c'est le sens actuel. C'est aussi le problème que j'avais en tête en écrivant ce livre, qui repose sur quelques analyses antérieures et extérieures. La logique des principes des droits de l'homme conduit inexorablement, il y a une très forte logique dans ces principes. Et indépendamment de la niaiserie humanitaro-sentimentale, nous avons assez d'exemples aujourd'hui, indépendamment de ça, cette logique conduit à ignorer, à méconnaître, à refouler la réalité de ce qui fait les sociétés humaines. Quand bien même, dans une large proportion, ce système des droits de l'homme l'a emporté dans la définition de l'existence sociale d'aujourd'hui. Mais si on va au bout de ces principes, et ils ont en eux le carburant qui fait qu'ils doivent aller au bout d'eux-mêmes, il n'y a plus de pouvoir possible, il n'y a plus de société existante. Et c'est très exactement l'expérience, le nouveau moment historique que nous sommes en train de connaître. On a eu le moment totalitaire du XXe siècle, ce qui est le contraire. C'est le politique qui écrabouille tout le reste dans la vie collective, on peut dire ça. Le moment que nous vivons, c'est le droit, sous l'aspect du droit de la légitimité, qui va bien au-delà des droits positifs, qui détruit tout le reste. C'est ça le sens de l'expérience. Si on résume en un mot l'expérience que nous sommes en train de vivre, la différence étant que le droit est doux, niaiserie humanitaire, alors que, évidemment, la politique est violente par définition. Donc il y a un contraste total entre les deux moments, mais nous sommes bel et bien dans une expérience où nous retrouvons ce qui s'est exprimé sous forme violente dans la Révolution française. Et là, nous sommes au contraire dans le compassionnel généralisé, mais la logique est la même, et l'effet final se dessine assez semblable. On ne peut pas penser ce fait primordial d'une société humaine qu'est le pouvoir dans le cadre des droits de l'homme que lorsqu'on les pousse à leur dernière extrémité, à leur logique profonde. Ça n'a pas de place. Alors, il y a des procédures, il y a des élections, mais tout ce que peut fabriquer là-dessus, l'expérience révolutionnaire ne nous enseigne pas directement, mais la nôtre, en regard, est très parlante. Tout ce qu'on peut fabriquer, c'est des procédures qui ne permettent pas l'existence d'un pouvoir effectif, fût-il démocratique. C'est-à-dire, et précisément, on donne des droits au peuple, mais ces droits ne peuvent pas trouver de traduction parce qu'ils n'ont pas de pouvoir à leur service. C'est ça le moment que nous vivons. Le droit et la loi ne font pas la politique. Ben non, voilà. C'est la politique de la loi qu'on a un peu oubliée aujourd'hui. Et justement, vous parliez également tout à l'heure, de façon très intéressante, de ce qui s'est passé un peu avant nous, de la victoire de la bourgeoisie finalement qui s'est approprié cette révolution, le triomphe de l'argent roi. Comment vous expliquez que la bourgeoisie a réussi à tirer à son avantage les conséquences de la Révolution française? Et au niveau philosophique d'ailleurs, les théories libérales par la suite. Alors, c'est pas un petit problème.
Bon, d'abord, elle avait pour elle les droits, qui la servaient beaucoup. Liberté, la bourgeoisie, ça se résume à 2 mots, liberté, propriété. Quand vous avez ça, vous avez un levier extraordinairement puissant entre les mains. Et arrive là-dessus un événement auquel, dont elle est la grande bénéficiaire, là encore, mais pas spécialement la créatrice, qui est la révolution industrielle, qui est plutôt le fait d'artisans. Quand on examine le cas anglais, c'est très bien documenté maintenant, les James Watt et compagnie, c'est quoi? C'est des petits ingénieurs qui bricolent dans leur coin, mais qui ont une capacité d'invention tout à fait étonnante et qui mettent en place un système où les gens qui ont la propriété, le capital, vont trouver un épanouissement extraordinaire. Au départ, les 2 activités bourgeoises par excellence n'ont rien à voir avec ça. C'est le commerce, le grand commerce, pas le boutiquier du coin, et la banque, le prêt d'argent. Si vous rapprochez l'industrie, qui vient de l'artisanat, qui est un prolongement de l'artisanat, et ces activités traditionnelles, quand vous faites de l'industrie, vous avez des produits à vendre, commerce. Et pour créer davantage de produits, il faut de l'argent, de l'investissement, capital, banque. Vous mettez en place un système où la bourgeoisie va se retrouver maîtresse, effectivement, du ressort essentiel d'un monde qu'elle n'a pas créé. Et je pense que là, il faut... Le drame intellectuel des classes dominantes d'aujourd'hui, bourgeoises, justement, c'est qu'elles ont totalement intégré le marxisme mentalement. Et je veux dire, elles ne comprennent même pas ce qu'elles font. Je veux dire, le marxisme a perdu politiquement, il n'existe plus, mais il a gagné culturellement, c'est-à-dire l'interprétation économico-sociale du monde l'a totalement emporté. Les marxistes aujourd'hui, ils ne sont pas place du colonel Fabien, ils sont à la Défense. C'est là qu'ils sont. Et tant qu'on sera dans ce cadre, tant qu'on n'aura pas, je pense, y compris, alors là pour le mouvement qui conteste cet ordre, autant qu'on ne se désaliénera pas de ce schéma explicatif fourni par le marxisme, 1, on ne comprendra rien à ce qui se passe, et 2, on n'en sortira pas. Et donc justement, comme vous le disiez, vous souhaitez dans ce livre un peu contester la lecture marxiste de la Révolution française. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus là-dessus, notamment sur la lecture marxiste a tendance à opposer les Jacobins et les Girondins, par exemple, à dire que les Girondins étaient en gros vendus à la bourgeoisie, étaient simplement préoccupés par la liberté du commerce, par la propriété privée, tandis que les Jacobins, autour de Robespierre notamment, auraient eu beaucoup plus à cœur la question sociale. Donc est-ce que cette vision est finalement trop simpliste ? Elle n'est tout simplement mythologique. C'est d'ailleurs très étonnant de voir comment survivent les mythologies qui sont nées d'ailleurs dans le moment même de la Révolution et que une histoire ultérieure a amplifié, rationalisé, dignifié en lui donnant la grande théorie. Dans le cas du marxisme derrière. Le premier exemple très simple à évacuer de ces mystifications successives, c'est l'affrontement Danton-Robespierre, qui est devenu locus classicus. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Il se trouve qu'effectivement Robespierre, en fait, à mon sens, s'est trouvé piégé dans cette affaire et qu'il a dû participer à la condamnation de Danton, mais Danton est son allié. En plus, son ami personnel, mais on sait qu'en politique... pas beaucoup d'amis, mais il n'y a pas eu d'affrontement entre eux. C'est un pur mythe historiographique, parce qu'on a voulu construire un bon contre un mauvais. Le bon républicain Danton contre le mauvais radical tyran Robespierre. Bon. Ce qui veut dire à l'époque, chez les gens qui ont créé ça, c'est les bons républicains contre les mauvais socialistes.
C'est Clémenceau contre Jaurès, en gros. Et alors, le comble de la mystification, c'est évidemment les Girondins et les Montagnards. Alors, qu'il y ait un clivage, c'est indiscutable. Qu'est-ce qui se passe? Au lendemain du 10 août 1792, élection de la Convention, on se retrouve dans une situation de double pouvoir. Parce que le vrai pouvoir, il est à la Commune de Paris, qui a fait l'insurrection, ou à laquelle, par exemple, Robespierre n'a absolument pas participé. En même temps, la Commune de Paris ne peut pas exercer le pouvoir, parce qu'elle n'a pas la légitimité pour le faire. Au nom de quoi? De la force, purement et simplement, ça ne marche jamais. Ils le savent. Donc ils ont besoin de la Convention pour couvrir leur pouvoir, mais ils ont bien l'intention de dicter leur loi à la Convention. La Convention, de son côté, est épouvantée par cette commune, peuplée de gens pas toujours en plus très recommandables. Les massacres de septembre, ça a laissé quand même un peu... ça a refroidi beaucoup de gens. Hein. La question, la Convention a besoin de la Commune de Paris parce que son pouvoir, à elle, en dépend. Mais en même temps, elle veut les neutraliser. C'est ce que Robespierre finira par réussir, beaucoup plus tard. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a deux questions. Le roi, qu'est-ce qu'on fait du roi? Qu'est-ce qu'on fait des massacres de septembre, de leurs auteurs, c'est-à-dire, en fait, de la Commune de Paris? En gros, ceux qu'on va appeler les Girondins, qui ne sont pas de la Gironde, il y en a quelques-uns, mais c'est marginal, c'est les conciliants. On condamne le roi symboliquement, ou alors la question c'est on le fout dehors, on le garde comme otage, enfin, il y a un débat. Ils sont modérés. Et il y a les durs. Et l'opposition Girondin-Montagnard, c'est en réalité l'opposition des durs et des mous. Ça se ramène à ça. Des gens qui sont décidés à utiliser les grands moyens, sans problème, et ceux qui pensent qu'il faut se concilier la population. En gros, ceux qui sont partisans d'une dictature sans complexe, et ceux qui veulent continuer à jouer le jeu représentatif. Alors, ça a des traductions sur le plan économique, et c'est ce dont se sont évidemment emparés les historiens marxistes. Les Girondins, c'est pas qu'ils soient spécialement attachés à la propriété privée, tous sont des bourgeois, libéraux, qui veulent, évidemment, dont aucun ne veut. Hein, le maximum, c'est le cas de le dire, de ce que va faire la Convention, c'est le maximum des prix et des salaires. C'est quoi? C'est l'économie administrée, c'est Giscard d'Estaing ou De Gaulle. Je veux dire, c'est pas le bolchevisme collectiviste, hein, ils en veulent beaucoup, c'est ridicule d'y voir même une anticipation. Simplement, est-ce qu'on fait une économie qui se concilie la population, qui essaye de maintenir la prospérité, ou est-ce qu'on fait une économie qui méconnaît, disons si je puis dire, qui est dictatoriale, tout simplement, hein, qui s'impose, voilà, avec des règles, quelques spoliations sur les bords s'il y en a besoin, enfin bon, on y va, le rationnement, enfin, etc. C'est ça le débat. Autrement dit, c'est entre encore une fois, c'est un problème d'attitude politique et pas de doctrine. Par exemple, alors, ce qui est très drôle, c'est la postérité de la chose, c'est le fantôme selon lequel les Girondins seraient décentralisateurs, fédéralistes. Ils ne le sont absolument pas. Il se trouve qu'au moment où ils sont arrêtés, il y a une insurrection des provinces, parce qu'ils ont l'impression, parce que la Commune de Paris fait la loi contre les provinces. Les provinces se révoltent, ça paraît assez normal, mais ça ne veut pas dire il y a un projet politique fédéraliste. Il suffit de lire le document, d'ailleurs remarquable à beaucoup d'égards, qui est le projet de constitution de Condorcet, qui est le Girondin par excellence. La tête intellectuelle, pas du tout le dirigeant politique, mais la tête intellectuelle. Il n'y a pas l'ombre d'un fédéralisme. C'est une espèce de projet autogestionnaire mais dans un cadre
très unitaire à beaucoup d'égards, au contraire du royaume. Alors, ce qui est amusant, évidemment, aujourd'hui, c'est que des gens se réclament de quelque chose qui n'a jamais existé historiquement. Hein, y compris le fait que le département de la Gironde s'est attribué indûment la création d'un parti politique où il y a 4 députés de la Gironde, c'est tout. Et c'est une création très ultérieure, hein, ça vient de bien plus loin. À l'époque, on ne dit pas les Girondins, on dit les Brissotins. Parce que les Brissotins sont ceux qui suivent Brissot, qui est le leader politique de cette faction, de ce parti. Voilà. C'est très étonnant de voir comment on vit encore et comment ça imprègne la vie politique française avec l'idée qu'il y aurait eu une décentralisation potentielle dans la Révolution française. Il y a eu un moment décentralisateur avec l'érection des communes et des autorités locales, c'est tout. Mais ça ne veut pas dire un fédéralisme quelconque. Donc, là, ce que j'ai essayé de faire aussi, c'est de remettre un peu les pendules à l'heure sur cette mythologie où le sans-culotte comme avant future préfiguration du futur parti d'avant-garde révolutionnaire, c'est ubuesque. Ils sont beaucoup plus proches des gilets jaunes que des bolcheviks. Ils existent, ça c'est sûr. Et les gilets jaunes sont des sans-culottes sans le savoir. C'est une chose qui est pour moi très frappante à observer. Avec les bons et les mauvais côtés. Paris contre la Provence, ça a une résonance quand même encore particulière aujourd'hui. On voit quand même beaucoup d'ailleurs avec le problème des gilets jaunes. Mais c'est le problème de la Révolution, parce que la Révolution a lieu à Paris, la province suit de loin, ne comprend pas, mais se sent opprimée par Paris. Donc c'est beaucoup plus une réaction à ce qui s'est passé pendant la Révolution française qu'une création de la Révolution française. C'est deux choses très différentes. Et là, on est en train de détruire quelques oppositions qui ont été construites par la suite. Toujours est-il que, quand même, dans la Révolution, il y a eu un certain manichéisme qui a pu triompher. Et est-ce que, d'ailleurs, ce manichéisme, cette façon de dégrader son adversaire, ça persiste pas encore un peu aujourd'hui sous des formes ectoplasmiques? Souvent, dès qu'on a un adversaire qui s'éloigne un peu trop des règles politiquement correctes ou justement de l'idolâtrie des droits de l'homme, on le taxe directement de fasciste, des hommes sombres de notre histoire, etc. Est-ce que finalement, il n'y a pas quand même une poursuite dans la méthode entre ce qui s'est fait durant la Révolution et ce qui se fait aujourd'hui? C'est l'inauguration, en effet, d'un style politique qui voue à l'enfer tout adversaire et tout contradicteur. Hein. Des gens qui travaillaient la veille ensemble peuvent se traiter le lendemain de fripons et de scélérats. C'est le langage de l'époque. Hein. Le scélérat devient l'idiome de base pour désigner les gens qui vous contredisent. Avec une dimension très particulière de la Révolution, qui a une certaine actualité encore, qui est le complotisme. Alors là, c'est la conspiration généralisée. Et c'est très intéressant de comprendre pourquoi, parce que ça permet de comprendre pourquoi cette dimension revient aujourd'hui. On a l'expérience d'une lutte politique dans une société où il n'y a aucune information sur les protagonistes de la lutte politique. On sait bien que les autres s'agitent, c'est normal, et pourquoi ils se laisseraient faire? Ils ne sont pas d'accord, ils agissent. Mais on n'a aucune information sur ce qui se passe. Donc, le fantasme de l'adversaire grandit démesurément et tout le monde voit des complots partout. Aujourd'hui, tout ça s'était calmé. Pourquoi? Parce qu'on vivait dans des régimes où, si je puis dire, on se connaissait bien. Des nations assez intégrées, avec un minimum d'informations politiques, on sait qui fait quoi, et donc, oui, il y a une compétition, il y a une concurrence, il y a des oppositions, mais on les comprend, on les suit. Ce qui crée une situation qui nous ramène, d'une certaine façon, à cette problématique d'origine, c'est la mondialisation. Parce que le théâtre des opérations, avec ses échelons, pour nous autres Européens, l'Europe, l'échelon européen, qui sait ce qui se passe à Bruxelles? Même nos gouvernants, je pense, ils ne sont pas très au point là-dessus. Hors de quelques spécialistes très initiés, mais qui gardent ça plutôt pour eux.
et à l'échelle mondiale. Qu'est-ce qui se passe? D'où l'idée que Poutine fait les élections partout en Occident, par exemple. C'est lui. C'est lui prêter beaucoup. Etc., etc. On ne sait plus où sont les forces politiques vraiment agissantes. Et du coup, on les imagine. Et on les imagine sous le mode manichéen de gens tout-puissants, donc diaboliques, qui tirent toutes les ficelles que nous ne comprenons pas. C'est très intéressant de mesurer ce mécanisme et sa récurrence, hein, qui est fonction tout simplement de l'ignorance où nous sommes du jeu de force réel. Donc c'est les capitalistes qui tirent toutes les ficelles, c'est les Américains qui tirent toutes les ficelles, mais non, c'est les Illuminati, c'est le... Parce qu'il y a effectivement des gens qui tirent les ficelles, mais on ne sait pas lesquels. Donc de la tendance à leur prêter des projets terribles et une puissance démesurée, il n'y a qu'un pas très facile à franchir. C'est vrai. Et ça, l'expérience révolutionnaire est inaugurale de ce point de vue. C'est là où ça se passe pour la première fois, à cette échelle. Donc l'expérience révolutionnaire inaugure le complotisme et également, comme vous venez de le dire, le manichéisme. Et là on en revient encore à cette question des droits de l'homme, qui est un peu un des thèmes centraux du livre. Parce que les droits de l'homme, dans la mesure où ils prétendent détenir un petit peu le monopole de ce que devrait être l'être humain, mais lors tous ceux qui s'y opposent sont considérés comme étant effectivement des demi-humains et donc comme pouvant et comme devant même parfois être supprimés par tous les moyens. Et donc Robespierre incarne, vous l'expliquez bien, vraiment tout à fait cette politique et cette idéologie, puisqu'il va jusqu'à s'identifier avec le peuple. Et vous dites bien que précisément le fait de fonder la politique sur les droits de l'homme conduit à cette impasse. Mais je ne comprends pas très bien, moi en tout cas personnellement, quelles sont les solutions que vous prenez en définitive dans votre livre, puisque à la fois vous dites que ça mène nécessairement à ces excès, et que néanmoins les droits de l'homme sont devenus aujourd'hui nos principes fondateurs et qu'on ne peut plus vraiment en changer. Alors, juste un mot au passage avant de répondre de front à votre question. Effectivement, l'un des problèmes tout à fait particuliers des droits de l'homme, c'est qu'il débouche immédiatement sur ce qui est le pire travers de la pensée politique, c'est le moralisme. Donc, c'est le bien et le mal. Donc, c'est pas un débat politique entre des positions qui ont de bonnes raisons de s'affronter, c'est le légitime et l'illégitime, le pur, l'impur, et donc une lutte inexpiable. Et c'est en ce sens-là que non seulement les droits de l'homme débouchent sur le manichéisme, mais virtuellement sur une violence qui ne dit pas son nom. Hein, et qui, dans notre société, a une traduction très étonnante pour moi, qui nous touche tous sans que nous y pensions, qui est non plus la guillotine, c'est fini tout ça, bon. Oui, mais la mise à mort sociale. Être rangé du côté des ennemis du bien, ça vous tue pas, mais ça vous condamne à l'inexistence du point de vue de la dignité d'être membre d'une collectivité. C'est quand même très étonnant. On a inventé la guillotine symbolique. Ça, c'est la création récente. On peut la préférer d'ailleurs. Hein. Ça laisse de l'espoir pour remonter la pente. Alors, d'abord, mon livre n'est pas fait pour prôner des solutions. Hein, c'est pas l'objet. Mais il y a une leçon qui s'en dégage. Je crois en effet qu'il n'y a pas de principe de légitimité alternatif aujourd'hui à celui des droits de l'homme. La question n'est donc pas de savoir si on peut leur substituer quelque chose. La question est donc en ce sens-là, moi je ne fais pas la critique des droits de l'homme, parce que cette critique n'a pas de sens. Je fais la critique de leur usage. La question c'est qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est là que sont les solutions. Et la question, qu'est-ce qu'on en fait, étant la question des limites
à l'intérieur desquels on loge leur sphère d'application. Et en particulier dans leur rapport avec le politique. Les droits de l'homme ne permettent pas de faire une politique. Bon, ça, je l'ai dit il y a longtemps. Ça me poursuit encore. Pas précisément dans le rang des impies et blasphémateurs. Oui. Mais on vit très bien avec ça. Non seulement ils ne permettent pas de définir une politique, mais ils ne permettent pas de penser le politique, qui est précisément ce qui commence là où s'arrêtent les droits. Et nous avons donc la problématique qu'il faut reconquérir, qu'il faut essayer de réélaborer complètement, c'est cette articulation entre des choses qui sont hétérogènes. Il y a une extraordinaire prétention inscrite dans le principe même des droits de l'homme. Ils veulent tout définir, y compris les rapports entre les hommes et les femmes, y compris les rapports entre les parents et les enfants, etc. Tout. Il est écrit dans les droits de l'homme qu'il n'y a de lien légitime entre les personnes que conforme à l'exercice de leurs droits fondamentaux, qu'on appelle aujourd'hui fondamentaux. C'est ça l'impasse. En regard de quoi il faut reconnaître qu'ils ont une validité limitée dans une sphère qui suppose, et c'est l'art politique d'aujourd'hui, de les combiner avec un ordre de réalité indépendant et différent qui s'appelle le politique, avec ses caractéristiques qui n'entrent pas, qui seront impossibles à dissoudre dans la logique des droits. Qui fait, là j'arrive sur votre terrain, qu'il y a, si je puis dire, dans notre monde, et en dépit de la substitution du principe de légitimité démocratique au principe de légitimité monarchique, un reste inéliminable de monarchie qui est dans le politique, qui est ce sur quoi, ce que l'humanité a utilisé, mais sans pouvoir le créer, parce qu'il est consubstantiel à l'existence collective qui ne peut se passer de cet élément de pouvoir au travers duquel elle est capable d'agir sur elle-même. Et c'est ça, c'est de ce côté-là qu'il faut chercher non pas une solution, mais la problématique philosophique moderne au terme de toutes les expériences que nous avons pu faire et dont l'expérience révolutionnaire française est le point de départ. Et justement, est-je avance un peu, mais un des moyens d'avancer serait de subordonner de nouveau ces principes justement au réel et à un pouvoir transcendant qui permettrait d'éviter justement de les utiliser eux-mêmes comme guide de notre société, mais simplement comme élément de notre culture, mais qui serait régi par le réel et surtout qui serait subordonné à quelque chose de plus grand, notamment via l'institution monarchique. Mais alors, qu'est-ce que ce plus grand? Voilà. Quelle identité peut-on lui donner? On ne peut pas dire qu'il n'existe pas. Implicitement, d'ailleurs, il est à l'œuvre. Ce qui a tenu lieu de ce transcendant, dans toute l'expérience moderne, c'est la nation. C'est-à-dire l'existence collective comme telle, au-dessus des membres transitoires que nous sommes les uns et les autres, et qui, comme vous le savez, c'est pas non plus une référence aujourd'hui très en vigueur. Oh, elle fonctionne beaucoup moins bien, encore qu'elle soit là extraordinairement présente. On est en train de vivre là aussi une expérience décisive, qui est un test au sens scientifique du terme, qui est l'expérience européenne. Le dépassement des nations, on le dépasse, ça ne marche pas. C'est une leçon qui n'est pas tirée encore, mais qui est inscrite dans tous les esprits. Alors, doublement, c'est-à-dire il ne s'agit plus de faire une nation européenne, parce que c'était ça quand même, c'était le projet fédéraliste du départ, c'est de faire un État-nation européen. Donc on ne sort pas de la problématique nationale, on la déplace de niveau. Ça ne marche pas,
Et le post-national qui a succédé à cette ambition, c'est pire encore. Ça a fait long feu à une vitesse éclair, presque. Donc, c'est toujours une réalité qui est là et qui veut dire que la transcendance des modernes est dans l'immanence. C'est-à-dire, oui, il y a des choses qui nous dominent, mais ces choses, elles ne sont pas d'un ordre surnaturel ou divin, peu importe la manière dont on l'appelle, elles relèvent des conditions d'existence de la vie, le simple fait de l'être en société. Comment justifier le problème devant lequel nous sommes, c'est l'incapacité de justifier cette supériorité collective. Et nous n'avons nous ne pouvons plus, la nouveauté de la situation, c'est que nous ne pouvons plus recourir à de la mythologie, à de la théologie, à tout ce qu'on voudra, qui fait appel à un mystère qui nous dépasse. Donc, on est dans l'ordre de pouvoir nécessairement électif et nécessairement dépourvu d'aura, de charisme, parce que derrière, ils n'ont de justification que rationnelle, on ne peut pas faire appel à autre chose. Le seul élément qui demeure, finalement, c'est le bien collectif, le bien commun. Je ne vois que là qu'on peut, dimension elle aussi totalement escamotée dans mais auquel on peut donner un contenu qui n'est pas celui classique des auteurs qui nous viennent d'Aristote à saint Thomas et quelques autres, mais qu'on peut réélaborer. Il y a un bien commun qui n'est pas celui simplement des membres de la collectivité qui sont là présents. Mais tout ça est à faire, et ça ne peut se faire que sur la base de la théorie rationnelle, transformée en doctrine politique. C'est pas on voit bien qu'on n'est pas très avancé. Mais ça ne veut pas dire que on n'est pas de l'ordre du faisable. C'est deux problèmes différents. On va s'arrêter là. Merci beaucoup, Marc Roger.